Que s'est-il passé pour le portefeuille Stop Picking PEA sur le mois d'avril 2026? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo. Et vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès en avant-première à toutes les vidéos. Comme chaque mois, je partage le suivi de mon portefeuille Stop Picking PEA. C'est seulement une partie de mon portefeuille. Ce portefeuille Stock Picking s'appuie sur une stratégie d'investissement value que je détaille via mon guide que vous pouvez télécharger dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Rapidement, la répartition du portefeuille. Donc, il y a de moins en moins de positions puisque, à force d'avoir atteint les objectifs, je vends les différentes positions. Le dernier objectif qui a été atteint sur le mois de mars, c'était Ruby. Donc, je n'ai plus de Ruby en portefeuille. Vous voyez la répartition ici. On a donc globalement, la plus grosse position, c'est Morel et Prom à 26,5. On va en parler plus tard, mais évidemment, ça a bien performé. Derrière, c'est Jacquet Metals. Bon, on est sur toujours une boîte qui résiste sans catalyseur, donc c'est plutôt compliqué, mais le management est très bon. On en reparle après. Moui Construct, bon, ben ça, c'est mon multi-bagger. Ça continue de délivrer, aucun problème. Havas, on est, on va dire, sur une performance plutôt mince. C'est un peu volatile, mais la dernière publication était bonne, et puis bon, pour l'instant le marché ne met pas de gros multiples sur Havas, mais à mon avis ça va s'améliorer, on en parle après. Pernod Ricard, c'est plutôt pour l'anecdote, je vais essayer de suivre ce qui se passe, puisqu'il y a un peu de mouvement sur Pernod Ricard, on en reparle juste après. Et IDI, fonds de portefeuille, private equity, voilà, une publication 2025 qui a été un peu terne, on va voir ça tout de suite. Alors, première position dont je parle, ça va être Pernod Ricard, il me reste une seule action, c'est pour continuer à suivre ce dossier que j'aime bien, d'un point de vue entrepreneurial. D'un point de vue boursier, en réalité, c'est pas un dossier très intéressant. Même le secteur des spiritueux, je trouve que c'est très chèrement valorisé. Donc moi, j'avais pris du Pernod Ricard sans respecter ma stratégie d'investissement. Donc forcément, ça n'a pas marché. Donc très bien. Je continue à suivre le dossier parce que bon, on a un secteur des spiritueux qui est quand même en difficulté, toujours pas de reprise depuis 2024. Et donc, pour Pernod Ricard, la solution qu'ils ont trouvée pour essayer de survivre, c'est une éventuelle fusion avec Brown-Forman. Donc, Brown-Forman, c'est un groupe américain, je pense que c'est le numéro 3 ou le numéro 4 mondialement. Ils ont le whisky Jack Daniels, que vous devez connaître. Et donc, ils ont plutôt une grosse empreinte aux États-Unis, Brown-Forman, un peu moins à l'international, ce qui est le cas de Pernod Ricard. Donc, pourquoi pas faire. En fait, l'idée, c'est de rattraper Diageo, qui est quand même très loin devant. Donc, à voir comment ça se répartit, le pouvoir, en fait, le rapport de force entre Brown-Forman et Pernod Ricard. Puis j'avais regardé les chiffres et vous pouvez retrouver la vidéo pour comparer entre Brown-Forman et Pernod Ricard. Au niveau des marges, de la rentabilité et de l'endettement, ça n'a rien à voir. Pernod Ricard, ils sont beaucoup plus en difficulté que Brown-Forman. Donc, à mon avis, ça serait plutôt un rachat de ces derniers sur Pernod Ricard. Et donc, peut-être qu'à terme, la famille Ricard serait dégagée du management. Et peut-être serait bien dilué au capital. Donc affaire à suivre. Et puis petite nouvelle aujourd'hui que j'ai vue, mais ils en avaient parlé déjà en amont de la publication des résultats, potentiellement une introduction en bourse de la filiale indienne. Donc ça a un profil complètement différent du reste des géographies de l'Inde, puisque c'est un secteur qui est en forte croissance, y compris pour les spiritueux, et ils sont numéro 1 devant Diageo. Donc l'idée, à mon avis, c'est surtout de dégager du cash, puisque ils pourraient vendre très chèrement une partie du capital, avec un multiple élevé, puisqu'il y a de la croissance, et une bonne rentabilité, et avec ça, se désendetter. Le problème de Pernod Ricard, c'est qu'ils sont très endettés, pourtant ils continuent à verser du dividende. Bon, je me questionne sur cet aspect, pourquoi est-ce qu'on verse du dividende alors qu'on est endetté? Je connais la réponse, c'est qu'on ne veut pas couper, faire partir la clientèle qui est là pour le dividende. Et donc, si on fait ça, on continue à s'endetter pour verser du dividende, ce qui n'est pas très pertinent. Plus d'objectifs de course au Pernod Ricard. À suivre l'éventuelle fusion avec Brown-Forman. Si ça arrive à terme, Pernod Ricard ne serait plus éligible au PEA, je pense. Donc, ça dépend où est-ce qu'ils mettront le siège social. Potentiellement plus en France et plus en Europe. Donc, potentiellement, je devrais me séparer de ma dernière action parce qu'elle sera plus éligible au PEA. Affaire à suivre. Très intéressant d'un point de vue entrepreneurial et d'un point de vue business, beaucoup moins d'un point de vue boursier. Morel et Prom, beaucoup d'actualités. Alors, Morel et Prom, on a eu, allez, je rappelle un peu l'historique du début d'année, la licence vénézuélienne qui a été accordée à nouveau suite à la capture de Maduro par les Américains. On a une grosse vente la vente de la participation dans Seplat qui a été fait fin d'année 2025. Donc beaucoup de cash à déployer. Ils ont déjà un peu déployé ce cash avec des transactions en Angola. Donc en fait, ici, ils ont une montagne de cash qu'ils sont en train de déployer.
Ils vont pas à mon avis, ils vont pas faire de dividende spécial, ils en ont pas parlé, ils vont plutôt continuer à acheter les actifs. Donc, ce qui est intéressant avec Morel et Prom, c'est que même si c'est un secteur value, c'est une boîte de croissance. Donc, ils continuent à acheter les actifs pour croître. En volume, ils font 3 à 5% de croissance, c'est parfait. Et on est encore pas très cher. Alors, le cours a quand même bien monté. On est sur un cours qui est autour de 9 euros actuellement. On est monté jusqu'à 11 euros. Moi, j'en ai cédé une petite partie autour des 10 euros. Mais une toute petite partie, je me laisse porter par le bon momentum. On a encore un prix du baril qui est élevé puisque le conflit iranien n'est toujours pas achevé et donc le détroit d'Ormuz est bloqué. Puis après, il se réouvre et puis il se rebloque à nouveau. Donc, bon, on ne comprend pas bien ce qui se passe. En tout cas, le cours des hydrocarbures reste élevé à cause de ça. Donc, Morel et Prom va en profiter. Prochain objectif, moi, ça va être 13,30 € à peu près pour m'alléger à nouveau, mais ça ne sera pas encore un niveau dans lequel je vendrai toute ma position, hein. Donc, je pense que le momentum va rester favorable. Alors, ce niveau, peut-être qu'il prendra 12 mois, 12-18 mois. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que Morel et Prom, si vous regardez le rendement des fonds propres, il est beaucoup plus élevé que le coût des capitaux propres, ce qui veut dire que la boîte, à multiples constants, elle crée de la valeur pour ses actionnaires. Donc, s'ils continuent à réinvestir, mécaniquement, le cours de l'action va progresser parce qu'ils gagnent beaucoup plus que leur coût du capital. Et c'est excellent. Il suffit en plus d'avoir une réévaluation du multiple qui est un peu en train de se produire déjà pour avoir un cours qui progresse. Donc, il n'y a pas de raison. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'urgence à vendre. On peut prendre une partie de ses profits. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je prends une partie de mes profits, mais sans urgence parce que le momentum est favorable. Prochain rendez-vous, ça va être l'Assemblée Générale le 19 mai. Mouri Construct. Mouri Construct, c'est une boîte belge qui est spécialisée dans l'ingénierie du bâtiment. Ils ont un modèle d'affaires qui est excellent parce qu'ils ont un float, un peu comme une assurance ou une boîte qui a un DFR très négatif. En creusant un petit peu, initialement, je pensais que le BFR négatif venait du fait qu'ils avaient beaucoup d'avances sur contrat. En fait, les avances sur contrat, ils en ont quand ils font des bâtiments pour les puissances publiques. Donc là, il y a des avances sur contrat. En revanche, pour les autres types de projets, il n'y a pas d'avance sur contrat. C'est qu'en fait, ils sont hyper bons avec leurs fournisseurs, ils négocient des délais de paiement très avantageux et avec leurs clients également. Donc, ils ont un BFR qui est négatif grâce à ça. Et ce BFR négatif, ça vous donne du levier, même si vous n'êtes pas endetté. Ils ne sont pas du tout endettés. Ils ont la moitié de la trésorerie, la moitié de la capi en trésorerie. Donc, ils ne sont pas du tout endettés. Pourtant, ils ont un levier naturel avec ce BFR très négatif. Et ce BFR très négatif, comme ils sont intelligents, ils le placent sur les marchés financiers jusqu'à un quart de la trésorerie qui peut être placée en bourse. Donc vous avez un résultat financier qui est toujours très intéressant pour Mouri Construct. Donc la publication 2025 a été excellente. Le multiple a baissé avec la publication, c'est-à-dire qu'en fait la publication est si bonne que en fait, le marché a sous-évalué les résultats et donc a mis un multiple forward. Et, en fait, le multiple forward était plus bas que le multiple actuel. Donc on est sur une boîte qui continue à délivrer, qui reste sous les radars parce que c'est pas liquide, c'est 250 millions d'euros de market cap, voilà, 200 millions. Donc il n'y a pas de gérant, il n'y a que William Eagles avec son fonds Europe qui est dessus, et donc parfait, hein. Donc là pour l'instant ça reste sous les radars, on reste sous un PER de 10 avec un ROE, un rendement des fonds propres qui est à 25%. Donc création de valeur superbe, et donc pour l'instant il n'y a pas de raison de s'en séparer, et même on peut continuer à renforcer. Alors, moi je ne renforce pas, parce que c'est déjà une grosse position, mais je vendrai probablement jamais, parce que ça crée de la valeur à foison, et il y a du dividende qui tombe. Maintenant ils font des dividendes spéciaux quand même, puisqu'ils commencent à avoir beaucoup de cash. Le petit bémol, c'est que c'est une boîte belge, et le précompte immobilier, comme ils appellent ça, donc le retenu à la source du dividende, elle fait un peu mal. Mais bon, en dehors de ça, on est plutôt bien sur Mouri Construct, donc on continue. Jacques Metals, on a eu la publication le mois dernier pour les résultats annuels. Publication comme les autres, terne, toujours pas de mouvement, pas de reprise chez les clients. Donc en fait, on continue à déstocker un petit peu. En revanche, la boîte continue d'investir, à faire des capex, ça va développer des nouveaux entrepôts pour se préparer pour la reprise. Mais malgré ce contexte vraiment très morose, ils ont réussi à faire une publication positive, hein. Ils n'ont pas fait de pertes, alors que les concurrents en général font des pertes parce qu'ils sont beaucoup trop optimistes. Donc, ce qui est bien sur Jacques Metals, c'est qu'ils connaissent très très bien les cycles et ils ont réussi à anticiper. Donc le retournement du cycle qui a eu lieu sur 2023 jusqu'à actuellement, ils l'ont très bien anticipé, et donc ça veut dire qu'ils ont réussi à ne pas faire de pertes sur cette période, ce qui est une très belle performance vu le marasme ambiant. Donc, on continue à avoir une décote sur actifs tangibles et une décote sur stock. Donc, marge de sécurité très importante. Et on continue. Donc, tant qu'il n'y a pas de reprise, ça ne va pas super bien performer. Mais malgré tout, j'ai quand même 20% de plus-value au bout d'un an et demi de détention, malgré un marché qui ne fait rien. Donc, c'est bien le signe qu'il y a une bonne marge de sécurité et que le marché aime bien ce management qui est très bon. Donc, on garde l'objectif. Objectif 30 €. Peut-être que 12 mois, c'est encore trop optimiste, mais bon.
On va voir. Il suffit qu'il y ait une reprise manufacturière, à mon avis, qui devrait se produire quand même fin 2026, pour que, enfin, ça y est, le cours de l'acier se reprenne et que Jacques Metals puisse enfin eh bien, faire des profits plus importants. Donc à suivre, on continue sur Jacques Metals, on continue à suivre le dossier, c'est intéressant. IDI, bon, j'avoue que IDI, je la suis un peu de loin parce qu'en fait, ils sont dans le private equity en France, donc ils ont un track record formidable, ils sont très très bons, mais le private equity en Europe et en France, pas terrible, pas terrible. Le climat financier, le climat économique en France, parce que le private equity, c'est quand même plus corrélé au climat économique qu'au climat financier. Bah, en France, c'est pas terrible, vous le savez. Donc, IDI surnage un petit peu. Donc, ils ont quand même réussi à faire progresser l'actif net réévalué, ce qui est bien, hein, c'est leur critère, leur indicateur clé. Donc, ça progresse. Ils ont du cash hein, pour une capacité d'investissement à 222 millions et ils continuent à faire des petites acquisitions, voilà. Mais ils sont pas on n'est pas du tout dans une année faste hein, depuis 3 ans sur IDI. Donc on continue à faire le dos rond. C'est plutôt une position que je vais garder en fond de portefeuille, potentiellement un multi-bagger, mais pour l'instant on en est très loin. En revanche, il y a un dividende qui reste intéressant pour patienter. Voilà. Bon, vous avez vu, hein, c'est une petite position, 5% du portefeuille. C'est un PEA PME que je l'ai en plus. Bon, voilà, on suit ça tranquille, puis on va voir quand est-ce que ça se reprend. Avas. Avas, on est dans donc, la publicité communication. Donc la grande question pour ce secteur, c'est est-ce qu'ils se font manger par l'intelligence artificielle? En regardant les comptes de Avas et de Publicis, numéro 1 du secteur, eh bien, il n'y a pas de signe évident que l'intelligence artificielle est en train de leur prendre des parts de marché. Les deux acteurs, Publicis et Avas, ont investi assez tôt dans l'intelligence artificielle. Ils ont leur propre plateforme pour faire leur création et pour avoir de l'efficience opérationnelle. Quand vous regardez sur Publicis, je me souviens plus, mais sur Avas, quand vous regardez la variation des effectifs, elle est nulle, malgré des acquisitions. C'est-à-dire que quand ils font des acquisitions, on récupère les salariés des agences qui ont été acquises. Malgré cela, les effectifs sont nuls et la marge progresse. Donc là, il y a des gains d'efficience opérationnelle. Ils n'ont pas de contraction des marges, ce qui veut dire que les clients n'essayent pas de négocier à la baisse parce que y a des concurrents qui sont moins disants. Donc pour moi, Avas résiste très bien à l'intelligence artificielle pour l'instant, avec les multiples qui sont complètement à la casse. Hein. On est sur des multiples alors, autour de 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA pour Avas et avec un rendement du dividende autour de 5%. Donc il n'y a pas de raison de s'en séparer. Je conserve quelques acquisitions récemment. Comme d'habitude, en fait, ils ont une enveloppe d'acquisition qui continue à débourser pour continuer à consolider les agences. Dans le secteur, vous savez, il y a quelques acteurs qui sont quand même mal en point. Donc il y a WPP qui est quand même mal en point. Et Dentsu Aegis, le japonais aussi, est mal en point. On a IPG et Omnicom qui ont fusionné, à mon avis, pour mieux résister justement. Donc cet ensemble-là devrait mieux résister que les autres. Mais moi, je pense qu'Avas, c'est le challenger du secteur et ils sont en pleine progression. Ils sont très bien managés avec Bolloré fils aux commandes. Donc il y a peut-être moyen qu'ils rachètent aussi des bouts de WPP. Donc ça continue de délivrer. On a un plan de rachat d'actions qui est toujours actif de 50 millions d'euros. Donc il n'y a pas de raison de se séparer du Avas. Ça délivre très bien. On est sur un objectif de cours à 22 euros pour l'instant. Horizon 12-18 mois, je pense que ça c'est toujours d'actualité. Et voilà pour cette revue. C'est partagé évidemment à titre informatif uniquement. Faites vos propres recherches. Et moi, je vous dis à bientôt.